Bonjour mesdames et messieurs, dans ce journal, nous irons du côté de Mans pour vivre les derniers instants du festival Vacances Culture qui referme ses portes aujourd'hui même. Nous reviendrons ensuite à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon, où la santé de la population est menacée par l'insalubrité. Puis l'actualité, c'est aussi les tensions à la frontière Rwanda-République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, rendons-nous à Mans, où se déroule depuis mardi dernier le Festival national Vacances Culture. Un festival qui réunit 500 jeunes en compétition dans plusieurs domaines, dont le théâtre, la poésie et le conte. Il prendra fin aujourd'hui même, samedi 31 août. Mais avant, Franck Quadio, notre reporter sur place, nous fait vivre l'ambiance des compétitions. Vague à l'âme d'un poète et paroles libres. L'art poétique est aussi à l'affiche à Vacances Culture. Après sa prestation, Tia Fidèle peut souffler. La poésie, un vieux rêve enfin concrétisé. C'est quelque chose que j'ai en moi. Et puis à travers la poésie aussi, on peut arriver à échanger avec tout le monde. Dans les coulisses, la troupe théâtrale de Jacquesville répète ses gammes. Sur scène, pour le conte, d'autres jeunes talents sont en attraction. Le public de Mans et autres férus d'art et même des curieux sont aux anges. Le spectacle promet. Plus de 500 jeunes venus de 32 régions. L'idée est de créer et favoriser les échanges. Pour ce jeune maître de chœur, l'objectif est atteint. À tous nos amis de la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous, la jeunesse d'abord, c'est nous qui allons prôner d'abord la réconciliation avant que nos parents nous suivent. La poésie, la chorale, le chant traditionnel et même la mode. Akoué Nathalie, venue de Bokanda, sur le thème paix et amour, a une trouvaille particulière, l'usage des matériaux, raffia et feuilles de paille dans leur forme originelle. Ce pain Yakuba et les branches de rognier bâties représentent l'amour, l'entente, l'unité en différents pays de la Côte d'Ivoire. Du savoir-faire et des messages, tout un programme durant 6 jours dont le clou est prévu le 31 août. On reste dans le domaine de la culture pour parler de fête de génération et c'est la catégorie Blessoué Dogba de Blokoso qui est à l'honneur. Elle a effectué sa sortie officielle le week-end dernier. Désormais, les 460 membres de cette catégorie ont leur mot à dire dans toutes les prises de décision du village. Les précisions avec Grace Kando. Fête des générations dans le village de Blokos à Cocody. 460 membres issus de la catégorie Blessé Dogba font leur sortie officielle. Une classe d'âge comprise entre 27 et 32 ans. Cette célébration marque la maturité de ces jeunes. Ils participeront entre autres aux prises de décision du village. Désormais, des missions ponctuelles pourraient leur être confiées par leurs aînés. En pays Akan, lorsque vous faites la fête des générations, vous prouvez que vous êtes mature. Parce que vous rentrez d'abord dans le bois sacré. Et dans le bois sacré, on apprend beaucoup de choses sur le peuple akan, sur la culture. Dans chaque génération, il y a 4 catégories. Aujourd'hui, c'est la deuxième catégorie qui sort. Donc, ils sont matures. Et j'ai un certain devoir vis-à-vis de ces enfants. Celui de les conduire, de toujours les conseiller. Et je leur demande d'avoir le respect de l'ancien, le respect des traditions et surtout de travailler pour être quelqu'un un jour dans leur vie. La fête de génération en pays Akan est aussi un moment de retrouvailles. Blokos a fait son unité à travers les catégories, à travers les générations. Les cadres sont présents, tout le monde est là et c'est une très bonne chose pour Blokos et pour la Côte d'Ivoire. Désormais unis, les membres de la catégorie Blessé Dogba de Blokos partagent ensemble les moments de joie et de peine. Ils auront pour mission aussi d'être des références dans le village. Après la catégorie Blessé Dogba, place maintenant aux blessés Agban qui feront probablement leur sortie dans 3 ou 5 ans.
Un reportage signé donc Grace Kando. Hier, vendredi, c'était le début des épreuves du concours d'entrée dans les structures de formation professionnelle. Plus de 28 000 candidats composent pour le CAP, le BT, le BP ou le BTS. Akafouatse Casimir, le directeur des examens et concours, a sillonné les centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. Le chômage en Côte d'Ivoire atteint des proportions qui inquiètent. Près de 32% de la population n'a pas de travail selon le BIT. Les jeunes constituent la majeure partie de ces sans-emploi. Pour échapper à l'oisiveté, plusieurs d'entre eux décident alors de s'orienter vers l'apprentissage d'un métier. D'où l'intérêt de la jeunesse ivoirienne pour la formation professionnelle. Ils sont plus de 28 000 candidats cette année au concours d'entrée dans les structures dédiées à ce secteur. Il y a eu une mobilisation de près de 13 500 candidats qui sont venus s'ajouter cette année, ce qui nous a porté à 28 784 candidats. Cette formation professionnelle débouche sur des diplômes comme le CAP, le BT, le BP et le BTS dans les filières de formation suivantes, à savoir les filières industrielles et tertiaires. Des épreuves abordables pour des candidats du reste confiants. Je ne peux pas faire l'épreuve de maths. L'épreuve de français était abordable. J'ai fait ce que je pouvais. Dieu fera le reste. Voilà, je suis en train de préparer un BT en sciences médico-sociales. Je suis confiant, en tout cas avec ces épreuves-là, je pense que ça va aller. L'organisation de ces concours est coordonnée par la direction des examens et concours. Ils se déroulent dans 70 centres repartis sur tout le territoire national et seulement 10 000 places sont disponibles. Les résultats seront connus le 13 septembre prochain. À Tafiré, les populations ont décidé de s'impliquer entièrement dans le développement de leur localité. Plusieurs micro-projets sont créés avec l'appui des cadres de la région. Le dernier en date est la construction d'une unité de fabrique d'Atiéké. Thomas Guessambi a assisté à la pose de la première pierre du bâtiment. Son compte rendu. Le développement de Badika et Selieleka est partant de toute la circonscription de Tafiré dans la région du Hambol par la concertation et l'entraide, une dynamique qui réunit cadres et populations de la sous-préfecture. Dans l'élan, pose de la première pierre d'une unité semi-industrielle de production de l'Atiéké qui va générer au moins 250 emplois. En attendant que ce rêve longtemps caressé par l'association des femmes de la localité se réalise, dans 2 mois environ, il faut parer au plus pressé. Ce faisant, les cadres mettent à la disposition de leurs parents du matériel roulant pour les besoins de transport de produits, du matériel informatique et médical pour le centre de santé. La remise de ces équipements a été l'occasion pour cadres et populations de parler de cohésion et de travail, gage de réduction de pauvreté. Je vous l'annonçais en titre, Yopougon ne se porte pas très bien côté salubrité. Appelée Cité de la Joie, Yopougon aujourd'hui est également perle des ordures. Les rues sont transformées en dépotoirs et les eaux usées aux portes des domiciles. Laetitia Manglé a recueilli le cri d'alarme des habitants de Yop City. On regarde. Un tas d'immondices à des eaux usées en pleine chaussée. Un décor plutôt familier aux habitants de Yopougon. Les ordures ménagères ont fini par s'imposer dans le quotidien des populations de la Cité de la Joie. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir un passant se pincer le nez en empruntant une ruelle de la commune. Moi-même, j'ai asthme. Quand je passe ici comme ça, j'ai toujours obligé d'attraper mon nez pour ne pas que l'odeur la rentre dans ma narine. À proximité d'un centre de santé, d'une cité résidentielle ou d'un commerce, les ordures ménagères représentent un danger permanent pour la population de Yopougon. Dans le quartier, c'est la grande voie qui est là. Mais il n'y a pas de doigt pour mettre des ordures. On a mis ça ici et c'est les femmes qui se plaignaient que ça sent. On l'a enlevé, on a envoyé ça là-bas. Vous voyez là-bas, à le quartier là-bas. Maintenant, au lieu de aller verser là-bas, c'est eux-mêmes qui viennent verser les ordures sur la route. Il y a des mauvaises odeurs, des moustiques. Souvent, quand il y a les pluies, c'est ça qui nous arrange. Parce que sans la pluie, vraiment, franchement, ça ne va pas. Souvent, même pour s'asseoir, surtout pendant la chaleur, souvent on s'assoit, on veut prendre un peu de vent dehors. Bon, ça ne va pas du tout. Pour certains, les responsabilités sont partagées. Les riverains sont les premiers garants de leur environnement. Il faut que des hommes du quartier n'ont qu'à s'organiser pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne verse pas les trucs dans les caniveaux. Il faut que quand ça vient comme ça, on verse
on verse dans les ordures. En attendant que les caniveaux soient curés et les rues débarrassées de leurs salissures, ici à Yopougon, on n'hésite pas à créer le contraste. Une couche de peinture pour embellir son environnement direct ne ferait aucun mal. Deuxième demi-finale de l'émission de vacances Star Karaoké. Ils étaient 4 candidats en lice. Niaoré Meti Junior, Star 3, a été l'heureux gagnant, suivi de Konon Jeunesse Mélissa, la Star 4. Ils viennent ainsi de décrocher leur ticket pour la finale prévue pour le 13 septembre prochain. On reste avec Laetitia Mangli. La deuxième demi-finale de l'émission de vacances Star Karaoké à l'allure d'une finale, pourrait-on dire. Prévu pour démarrer à 21h45 ce 30 août, que déjà 2 heures avant, l'on se bouscule aux portes du studio B de la RTI. Tenue de soirée, coiffure exceptionnelle, le public venu nombreux ce soir-là n'a pas boudé son plaisir. Et avant l'entame de la compétition, on s'essaie au pronostic. Niaoré Meti Junior, candidat numéro 4. Le candidat numéro 3. Mon candidat favori, c'est le S4. Du côté des candidats, sérénité et esprit positif, même si le rêve pour chacun est de franchir haut les mains l'étape de la demi-finale. Puisque j'ai un potentiel, je serai à la première place. On a tous de belles voix, on chante tous bien. C'est maintenant sur scène que chacun va faire montre de ses capacités. Après une prestation commune appelée la collégiale, les artistes du jour ont ensuite rivalisé d'ardeur et d'imagination au cours du one-man show. Finalement, après délibération du jury, Niaoré Meti Junior et Konon Jeunesse Mélissa, la seule fille de la poule, obtiennent le ticket pour la finale. Je suis heureux, comme tout vainqueur d'ailleurs. Je suis heureux, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont voté. Rendez-vous donc le 13 septembre prochain. On ouvre la page internationale à présent. L'armée rwandaise accuse la République démocratique du Congo d'avoir à nouveau bombardé son territoire. Elle avertit qu'elle ne resterait pas indéfiniment sans réagir. Des camions militaires et des blindés rwandais en route vers la frontière congolaise. 48 heures après un tir d'obus qui a coûté la vie à une femme à Gisenyi au Rwanda, Kigali menace de se défendre. Une ligne a été franchie. Ces bombardements persistants sur le territoire rwandais sont inacceptables. Des civils rwandais sont pris pour cible par l'armée congolaise. Nous nous sommes abstenus de réagir jusque-là, mais nous ne pouvons plus tolérer ces provocations. L'ONU, elle, est formelle. Ce n'est pas l'armée congolaise qui a tiré. La MONUSCO a été témoin d'un bombardement qui venait des positions du M23 et qui visait le territoire rwandais. Information confirmée par le secrétaire général de l'ONU qui appelle le Rwanda à la retenue. L'ONU affirme avoir des informations crédibles qui confirment un soutien du Rwanda au M23. Ces derniers jours, des troupes rwandaises infiltrées auraient été vues en territoire congolais. À Gisenyi, où est tombée la bombe, les habitants sont encore sous le choc. Je faisais ma lessive quand j'ai entendu l'explosion. La toiture de cette maison a été arrachée. Il y avait un cadavre dans la rue. J'étais en train de marcher, j'ai vu la bombe ricocher sur le poteau. J'ai vu une femme tomber par terre, la toiture qui s'est envolée, et là, on s'est approché. Le bombardement a fait aussi un blessé grave, un nourrisson. De l'autre côté de la frontière, après 2 jours de combats intensifs, l'armée congolaise, appuyée par les casques bleus, affirme avoir atteint son objectif. Elle a repris le contrôle des collines au nord de Goma et fait reculer les rebelles de 5 km. Et puis Bamako, la capitale malienne, était encore hier vendredi la proie de spectaculaires inondations. Des pluies torrentielles tombées la veille qui ont fait 34 morts et laissé sans abri des milliers de personnes. À la mort de Korofina, Fatoumata tente de retrouver son père parmi les cadavres exposés. Comme elle, plusieurs Bamakois viennent identifier les corps de leurs proches. J'ai perdu ma femme et mes 4 enfants dans les inondations. Selon les sources officielles, au moins 34 personnes sont mortes dans la capitale malienne à la suite de graves inondations. Bankoni, dans la commune 1, est le quartier le plus touché. Il y a des morts et des blessés parmi les proches de mes voisins.
Il y a aussi beaucoup de dégâts matériels et des maisons détruites. Certaines personnes ont tout perdu. À l'origine de ces inondations meurtrières, les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi sur Bamako. Dans certains quartiers, les services météorologiques annoncent avoir relevé 85 mm d'eau. Cela représente presque le double de la moitié maximale pour la saison des pluies. Du jamais vu au cours de ces 40 dernières années dans la ville. Ici, nous n'avons jamais vu l'eau à ce niveau. L'eau n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. L'eau est montée jusqu'à 10 mètres, alors que normalement, elle ne dépasse jamais 5 mètres. La prise en charge des 600 familles sans abri s'organise, mais les habitants de Bamako sont en colère. Ils accusent des autorités maliennes d'avoir autorisé les constructions sur les lits des marigots qui constituent les voies d'évacuation des eaux de pluie. C'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité à notre chaîne.